Masque facial. La découverte d'un masque facial en jade dans une tombe royale maya sur le site archéologique de Xochquitam, situé près de Petén dans le nord-est du Guatemala, représente une étape importante dans l'étude de la civilisation maya. Datant d'environ 350 après Jésus-Christ, ce masque est composé de tesselles de jade minutieusement ajustées, avec des coquilles de spondylus servant d'yeux et de bouche. Le choix de ces matériaux met non seulement en évidence l'artisanat des Mayas, mais donne également au masque une lueur vive et une apparence presque vivante lorsqu'il est illuminé par derrière, suggérant qu'il peut représenter le dieu maya de la tempête. La découverte a eu lieu à l'intérieur d'une structure pyramidale en 2021, un site qui, malgré son importance historique, est resté relativement inexploré en raison de la végétation dense de la forêt pluviale de Petén et de l'activité des pilleurs. Utilisant la technologie LIDAR, qui permet la détection de structures cachées sous la végétation, les chercheurs ont identifié une chambre funéraire intacte, non atteinte par les tunnels des pilleurs. L'excavation a révélé non seulement le masque, mais aussi un ensemble d'offrandes comprenant un pot en céramique, de grandes coquilles d'huîtres, des morceaux d'os et d'autres tesselles de jade, indiquant la présence d'un individu de haute stature sociale, probablement un roi local. En plus du masque, la chambre contenait 2 grandes plaques de jade et 13 coquilles de spondylus, ainsi qu'une épine de raie, des éléments qui renforcent l'interprétation que la tombe appartenait à une figure d'une grande importance, possiblement avec des connexions divines ou spirituelles significatives. La présence de ces objets suggère des pratiques funéraires complexes et une croyance dans la nécessité d'offrandes précieuses pour accompagner le défunt dans l'au-delà. Les tesselles du masque ont été soigneusement reconstruites au laboratoire du projet archéologique de Olmul à Antigua, au Guatemala, sous la direction de Francisco Estrada Belli, un archéologue et explorateur de National Geographic. Durant le processus de reconstruction, il a été observé que certains des os initialement pensés appartenir à l'occupant de la tombe étaient en fait couverts de fines gravures, probablement faites avec du verre d'obsidienne volcanique. Ces gravures ont non seulement révélé l'identité du souverain enterré, Itzam Kokaj Balam, mais aussi la représentation d'un dieu maya correspondant à la figure gravée sur le masque. La collaboration avec Alexandre Tokovinin, spécialiste de l'épigraphie maya à l'université de l'Alabama, a été cruciale pour déchiffrer les glyphes et mieux comprendre les connexions entre le souverain, la divinité représentée et le contexte plus large de la société maya à l'époque. L'analyse des os et la datation au carbone 14 ont confirmé l'ancienneté de la tombe, la plaçant au début de la période classique maya, une époque de grand développement culturel et politique. Cette découverte éclaire non seulement les pratiques funéraires et religieuses des Mayas, mais aussi les hiérarchies sociales complexes et les relations de pouvoir au sein de cette civilisation. Itzam Kokaj Bahlam, bien qu'étant le souverain d'une ville considérée comme petite et éloignée, avait des liens avec les puissants centres dynastiques de Tikal et Teotihuacan, indiquant un réseau d'alliances et de vassalité qui s'étendait dans toute la région maya. Site de Borgring. En 2014, la police danoise a été sollicitée pour aider à résoudre un crime vieux de 1000 ans. Le site du crime est Borgring, la forteresse viking du Xe siècle sur l'île de Zeeland. L'histoire de Borgring est mystérieuse, mais la plupart des historiens croient qu'elle a été construite par le roi de Norvège et du Danemark Harald à la dent bleue aux alentours de l'année 980. Les archéologues ont longtemps noté que les grandes poutres de chêne qui faisaient de partie des énormes portes du fort montrent des signes d'avoir été carbonisées par le feu. Il y a aussi des signes révélateurs de feu à l'extérieur et à l'intérieur de ce qu'il reste des poteaux de la porte. Certains archéologues pensent que Borgring a été attaqué par des nobles danois menés par le fils de Harald, Sven à la barbe fourchue, avant qu'elle ne puisse être achevée, après quoi elle a été abandonnée sans jamais être utilisée. La police moderne a été sollicitée pour voir s'il était possible de déterminer précisément quand et comment le feu a été allumé, grâce à ces spécialistes des enquêtes sur les incendies. Idéalement, ils aimeraient pouvoir confirmer que le feu a été causé par une attaque plutôt que par un accident et ainsi valider la théorie de l'abandon. Malheureusement, la police n'a pas pu éclaircir la question. Cercle d'os de mammouth. Nous savons que nos ancêtres vivaient aux côtés des mammouths laineux, et nous savons aussi que les plus courageux de nos ancêtres les chassaient pour se nourrir. Mais nous n'avons aucune idée du processus, de la chasse ou du rituel qui a créé cet incroyable vestige de l'âge de glace en Russie. Il s'agit d'un cercle de 12 mètres de large d'os de mammouth, incluant des squelettes, des défenses et des crânes complets. Et tous ont été apportés délibérément à cet endroit pour être arrangés de cette manière. C'est un monument d'une certaine sorte, mais nous ne pouvons que deviner son but.
Le site connu sous le nom de Kościonki-Borciowo a été créé il y a environ 25 000 ans, mais n'a été découvert pour la première fois qu'en 2014. Les restes d'au moins 60 mammouths sont présents sur le site, mais les experts sont perplexes quant à leur présence là. Leur meilleure supposition jusqu'à présent est que les carcasses de mammouths capturés étaient placées ici dans le pergélisol pour préserver la viande comme une unité de congélation géante. C'est plausible, mais cela n'explique pas pourquoi les chasseurs-cueilleurs auraient pris autant de soin pour les disposer en formation d'un anneau de 60 cm de haut. Hache-poignard. Vous savez ce qu'est un poignard et ce qu'est une hache, mais avez-vous déjà entendu parler d'une hache-poignard ? En voici une à observer dans la collection du musée Met à New York aux États-Unis. Les haches-poignards avec des férules comme celle-ci étaient les principales armes de main des soldats dans l'armée chinoise il y a plus de 2700 ans. Elles ne sont tombées en désuétude que lorsqu'elles ont été remplacées par l'halbert à 2 pointes au début de la période Han orientale. Les haches-poignards ont persisté, mais au moment où la période Han occidentale a commencé, elles étaient considérées comme rien de plus que du matériel rituel. Lorsque des haches-poignards sont trouvées par des archéologues, elles apparaissent généralement par paires à l'intérieur des tombes de princes. Nous ne sommes pas sûrs de la raison pour laquelle c'est le cas ou pourquoi elles ne sont jamais trouvées sous forme singulière. Ce que nous pouvons dire avec un degré raisonnable de certitude, c'est que les anciens Chinois ont cessé de fabriquer ces belles armes, souvent ornées d'or ou d'argent à des fins décoratives, au cours des premières années du 1er siècle. Fonderie italienne. La plus ancienne fonderie à Padoue en Italie a été découverte au début des années 1990, mais n'a pas été fouillée avant avril 2022. Cela est en grande partie parce qu'elle se trouve sous le quartier général de la police de Padoue. Il y a donc des problèmes évidents à creuser le site. Lorsque les experts ont finalement été autorisés à accéder, ils ont découvert des preuves d'habitation en terre et en bois datant de 2900 ans. La plupart des artefacts récupérés de la fonderie sont des fragments de céramique datant de 2800 ans, tous délibérément arrangés dans une couche épaisse connue sous le nom de nid de guêpe. La fonction de la couche aurait été d'absorber l'humidité du sol et ainsi d'empêcher l'eau de pénétrer dans la fonderie. Il est possible de confirmer le site comme une fonderie grâce à la présence d'un morceau de la matrice de coulée et de fosses utilisées pour les activités métallurgiques. Padoue elle-même a environ 3000 ans, il est donc probable que c'était la première fonderie jamais construite dans la ville et pourrait remonter jusqu'à sa fondation. D'autres fouilles sont prévues pour l'avenir, mais toutes les activités archéologiques doivent être organisées pour s'adapter à l'emploi du temps de la police. Disque céleste de Nebraska. Il fut un temps où nous pensions comprendre le soi-disant disque céleste de Nebra. Les experts étaient assez sûrs qu'il avait environ 3600 ans et représentait le Soleil, un croissant de lune et les étoiles qui composent les Pléiades. Depuis septembre 2020, toutes ces théories sont remises en question. 2 experts de l'université de Göttingen en Allemagne ont avancé qu'il est en réalité 1000 ans plus jeune que ce que l'on a toujours cru et est donc un reliquat de l'âge du fer. Changer l'âge de l'artefact signifie que les hypothèses astronomiques faites sur ce qu'il dépeint doivent également maintenant être considérées comme obsolètes. Il y a aussi de nouvelles questions sur l'origine de l'artefact. Il a été découvert en 1999 en Saxe-Anhalt en Allemagne. Mais le cuivre utilisé dans sa construction provient d'Autriche et l'or et le bronze proviennent tous deux de Cornouailles en Angleterre. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le fabriquer en utilisant des matériaux recueillis de loin. Mais si nous nous trompons sur son âge de 1000 ans, alors nous devons accepter que les étoiles sur celui-ci sont peu susceptibles de représenter les Pléiades. Que pourraient-elles représenter à la place ? Malheureusement, nous n'avons aucune idée pour le moment. Navire hanséatique. Un énorme navire de la Ligue hanséatique a été trouvé près de la capitale estonienne de Tallinn en avril 2022. Cela a toujours été un excellent endroit pour rechercher de vieux navires, car le port de Tallinn est l'un des plus anciens d'Europe du Nord et était autrefois un centre commercial vital reliant la Scandinavie viking à la Novgorod de Rurik. Il est clair que le littoral a un peu changé depuis lors, car le navire vieux de 700 ans a été trouvé sous les rues de la ville moderne. L'emplacement était autrefois l'embouchure de la rivière Arjabea, mais la rivière n'existe plus. Le navire de la Ligue est l'épave de navire de ce type la plus grande jamais découverte et aurait autrefois été un navire de type Kog, travaillant entre la Russie, l'Estonie et l'Angleterre dans le cadre d'un réseau commercial. La Ligue hanséatique contrôlait la part du lion du commerce maritime dans cette partie de l'Europe pendant l'ère médiévale et des navires comme celui-ci en étaient la raison.
lorsque le roi danois Valdemar VI a tenté de leur faire la guerre pour récupérer la suprématie commerciale, la Ligue hanséatique l'a humilié en le forçant à signer un traité de paix qui donnait aux Danois des profits commerciaux maritimes encore plus bas qu'avant le début de la guerre. Le navire entier sera retiré et préservé, mais le processus pourrait prendre des années. Homme de Ghebelin. Pendant de nombreuses années, les restes momifiés de l'homme de Ghebelin dans la galerie de l'Égypte ancienne du British Museum étaient connus des historiens et archéologues comme l'une des momies non délibérément préservées les mieux conservées au monde. Il a été enterré dans une tombe peu profonde à Ghebelin, juste au sud de Thèbes, il y a environ 5500 ans, enveloppé dans des nattes et du lin, sans effort fait pour préserver ses restes. Néanmoins, le sable chaud et le soleil l'ont préservé de toute façon, au grand étonnement des archéologues qui l'ont découvert en 1896. Sa cause de décès était inconnue depuis, jusqu'en 2013, quand l'imagerie 3D a prouvé, sans aucun doute raisonnable, que cet homme malheureux avait été mortellement poignardé dans le dos. Les mêmes scans ont également prouvé qu'il était jeune, probablement âgé de 20 ans tout au plus quand sa vie a pris fin. Désireux d'en savoir plus, les scientifiques du musée ont soumis la momie à des tests infrarouges en 2018 et ont fait une autre découverte choquante. De son vivant, sa peau était couverte de tatouages animaux, faisant de lui les tatouages figuratifs les plus anciens jamais découverts dans le monde. Il pourrait maintenant être intéressant de passer en revue les autres momies de la collection du musée avec un scanner infrarouge pour découvrir s'ils avaient eux aussi leur propre encre. Village à des moines. Des archéologues de l'université de l'Iowa ont fait une percée étonnante en août 2011 lorsqu'ils ont découvert les restes d'un village vieux de 7000 ans à des moines. Les structures et les restes humains enterrés ici sont les plus anciens jamais trouvés dans l'État américain. L'équipe sur le terrain a surnommé leur découverte le palais, à la fois pour sa taille et son excellent état de conservation. Au centre du village se trouvent 4 dépôts de forme ovale qui sont pensés pour avoir été de grandes maisons, chacune couvrant une superficie de 74 mètres carrés et comportant un foyer. Les experts pensent que les structures étaient probablement faites de poteaux en bois puis scellées avec de l'argile. Plus de 6000 artefacts ont depuis été récupérés du site du village et la technologie laser a été utilisée pour développer la représentation 3D du village tel qu'il aurait pu apparaître quand il était tout neuf. 2 ensembles de restes humains ont été trouvés sur le site, chacun ayant été là pendant environ 6890 ans. Les os ont été découverts couverts d'ocre rouge, le minéral en poudre a été utilisé dans les enterrements anciens partout dans le monde, mais les historiens et scientifiques n'ont jamais pu dire pourquoi. Peigne viking. Lorsque cet artefact a été trouvé lors de fouilles dans l'ancienne ville marchande danoise de Ribe en février 2018, il a d'abord été considéré comme rien de plus qu'un vieux peigne. Cependant, après avoir été nettoyé, il est devenu immédiatement évident que le peigne vieux de 1200 ans était couvert d'inscriptions runiques. Les runes sont significatives parce qu'elles proviennent de la naissance de l'écriture viking. C'est ce qu'elles peuvent nous apprendre sur les origines des runes vikings qui est plus important que les messages eux-mêmes, qui sont très basiques. L'artefact a le mot peigne écrit d'un côté et 2 peignes écrits de l'autre. Cela peut sembler une chose évidente à écrire sur le côté d'un peigne, mais les experts pensent que les marques ont pu être faites par quelqu'un qui apprenait à écrire. Ils auraient commencé avec les noms d'objets basiques, et un peigne était à peu près aussi basique qu'un objet qu'ils auraient possédé. Leur maison entière aurait pu être remplie d'objets comme celui-ci, avec leur nom gravé à la surface. Comme le peigne appartenait probablement à un viking ordinaire, c'est une indication que l'alphabétisation était plus répandue ici qu'elle ne l'était dans la plupart des autres parties de l'Europe à l'époque. Ruines romaines. Depuis plusieurs années, les ruines d'une ancienne ville romaine se retrouvent sur les rivages de la ville portuaire turque d'Amasra. La ville, ainsi que toute la côte de la mer Noire de la Turquie, faisait autrefois partie de l'Empire romain, donc le fait que des ruines romaines soient trouvées ici n'est pas une énorme surprise. Le mystère est pourquoi elles n'ont commencé à apparaître que récemment et où elles ont été jusqu'à maintenant. Les historiens disent que les ruines et les débris proviennent d'une ville anatolienne du IIIe siècle appelée Amastrius. La plupart des ruines échouées sont des fragments de marbre, mais il a été possible d'obtenir des dates de certains d'entre eux grâce à des références à l'empereur Septimius Severus inscrites sur certains des morceaux. Septimius Severus a régné entre les années 193 et 211. Les historiens romains ont noté qu'Amastrius était une ville de temples spectaculaire, donc il est possible que les morceaux de marbre échoués sur les rivages d'Amasra proviennent de ces temples.
la meilleure théorie sur la façon dont ils ont tous fini dans la mer est que les ouvriers du bâtiment les ont jetés il y a des centaines d'années parce que les gens de l'époque n'avaient pas d'appréciation pour l'histoire. Ville égyptienne ancienne. Cette ville vieille de 3000 ans, connue sous le nom d'Aton, était perdue sous les sables d'Égypte près de Luxor pendant d'innombrables siècles avant d'être redécouverte en avril 2021. Lorsque la découverte a été confirmée, elle a été saluée comme la plus importante en Égypte depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon dans les années 1920. Les archéologues et historiens ont toujours su qu'Aton existait car elle est mentionnée dans de nombreux documents égyptiens anciens, mais ils n'avaient jamais pu la trouver malgré des décennies de recherche. Aton a été construite sur ordre du grand pharaon Amenhotep III durant son règne entre 1391 et 1353 avant notre ère et a continué à être un siège de pouvoir pour Toutankhamon lui-même. Outre les bâtiments ruinés d'Aton, les archéologues sur place ont récupéré de la poterie peinte, des amulettes de scarabées, de beaux bijoux et des briques de boue estampillées du sceau royal d'Amenhotep. Les fouilles sont en cours sur le site, mais les derniers bâtiments déterrés incluent la plus grande zone résidentielle de la ville, une grande boulangerie et ce qui semble être un district administratif. Navire romain. Il y a un peu plus de 1700 ans, un navire romain a coulé en Méditerranée, non loin de ce qui est maintenant l'une des plages touristiques les plus fréquentées de Majorque. En mars 2022, l'épave ancienne a commencé à révéler ses secrets après avoir été découverte par des archéologues. Le navire était un navire marchand et a été partiellement préservé par les sables de la baie de Palma. Une grande partie de la cargaison a également été préservée et, de ce fait, nous savons que le navire était chargé lourdement d'amphores pleines d'huile, d'olives, de vin et de sauce garum lorsqu'il a rencontré le désastre. Il n'y a aucun signe que quelqu'un ait tenté d'évacuer une partie de la cargaison avant que le navire ne coule, donc il se pourrait qu'il était au mouillage dans la baie lorsqu'il a été englouti par la mer pour des raisons inconnues. Les archéologues l'ont nommé l'épave de CES Fontanellis. 300 jarres en argile ont été récupérées du bateau jusqu'à présent, ainsi que d'autres objets personnels comme des chaussures en cuir, des perceuses de charpentier, des lampes à huile et des pots de cuisson. Des symboles chrétiens sont gravés sur les côtés de certaines des amphores, même si l'équipage aurait probablement été païen. Donc l'épave pourrait être interprétée comme un exemple de païens et de chrétiens vivant côte à côte. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.